Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, François Calvez. Donc je suis directeur du pôle TIS du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers des Pays de la Loire. Et donc je me propose de vous faire un retour d'expérience, donc qui est tout récent, à partir d'un jeu que nous avons créé nous-mêmes. C'est un jeu maison. Et ce jeu s'appelle Secret Cam. Donc c'est une réflexion sur le serious game et la formation tout au long de la vie, qui est bien la thématique d'aujourd'hui. Et donc c'est un serious game qui est sur la question du handicap au travail, donc pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap. Alors, donc, pour le plan de mon intervention, ce que je vous propose, c'est d'abord, donc ça va prendre à peu près une demi-heure en tout, un constat du contexte, très rapide, le contexte de cette expérimentation, puisqu'il y a une expérimentation sur ce jeu auprès de salariés d'entreprise. Le game design du jeu, donc tout le concept de jeu, c'est que c'est difficile de... L'idéal aurait été que vous puissiez y jouer avant de venir pour mieux comprendre, sachant qu'il est en accès libre sur le web. Mais déjà, donc c'est de vous le présenter pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Et un retour d'expérience autour de 4 questions, donc que je balaye très rapidement. Comment créer un scénario réaliste sur le stigmate du entreprise. Donc mon titre premier, alors quand même il faut que je dise quelque chose. Comment proposer une expérience de jeu apprenante, c'est comment essayer de proposer une expérience de jeu apprenante. Il ne s'agit pas ici de vous apporter des solutions miracles. On est bien sur du questionnement et sur un retour d'expérience et sur des hypothèses à partir d'une analyse qui vient juste d'être faite. Donc la question du scénario, c'est-à-dire que le scénario doit être réaliste. La question de comment impliquer par l'immersion, donc convoquer le registre émotionnel, donc je vais les balayer très rapidement, j'y reviendrai. La notion d'apprentissage intégré, on verra ce que ça veut dire, donc c'est intégrer le scénario et donc un scénario de jeu et un scénario pédagogique. Et puis comment susciter l'échange interpersonnel donc, entre salariés d'entreprise. Et donc une conclusion. Alors premièrement, donc, le constat, donc les enjeux du projet, il s'agissait donc de participer à l'évolution des représentations sociales du handicap en entreprise. Donc on n'est pas du tout sur des questions pathologiques, on est vraiment sur l'idée que s'en font les salariés du handicap en entreprise. Il s'agissait de conduire pour nous un projet expérimental, à la fois, alors on est toujours dans l'expérimentation, vous allez voir qu'elle s'est faite en grandeur nature, directement donc, en entreprise, à la fois donc, pour créer le jeu, apprendre à créer un jeu, ça fait 25 ans qu'on est dans des dispositifs de e-learning. Le serious game, on voit bien que tout le monde en parle. Maintenant, au-delà de l'effet de mode, l'idée c'était vraiment d'en créer un et de comprendre quels étaient les enjeux pédagogiques et de voir si effectivement, comment on pouvait intégrer ce jeu dans des dispositifs de formation plus complexes. Et donc on est bien sur le domaine du ludo-éducatif. Le troisième point, c'était de conduire une recherche-action. C'était pas de s'arrêter à la production du jeu et à sa mise en production, si je puis dire, auprès des usagers, mais c'est d'aller en analyser, au travers d'une recherche-action, les effets de ce jeu, en termes d'apprentissage, et ici il faudra entendre l'apprentissage en termes d'évolution des représentations, d'évolution des comportements. Vous allez voir, donc il y a une approche assez particulière en termes de dispositif, puisqu'on sera complètement dans un dispositif non formel de formation, vous verrez pourquoi. Alors les partenaires de ce projet, le CNAM des Pays de la Loire, on ne pouvait pas le conduire seul, on a embarqué avec nous en tout 18 partenaires, à la fois donc, une association que vous connaissez dans votre région qui s'appelle Petit Pas pour l'Homme, mais vous connaissez peut-être, qui est l'association de Théâtre Forum, vous verrez également pourquoi. 12 entreprises d'envergure régionale et nationale, et puis donc également des associations évidemment d'accompagnement de personnes en situation de handicap divers et variés. Le public cible du projet, ce sont les salariés. Et ce qui est un point important, c'est qu'on ne s'adresse pas aux derniers, aux geeks si je puis dire, qui attendent le dernier d'Ubisoft, mais on est bien sur les salariés, toutes générations confondues, et potentiellement donc non joueurs de jeux vidéo. Alors le contexte d'expérimentation, donc moi j'étais à la fois chef de projet sur ce projet, à l'origine du projet, et j'ai conduit également cette recherche-action. L'exploitation du jeu, donc elle s'est faite
au niveau expérimental auprès des salariés partenaires, sans dispositif formel. Pourquoi sans dispositif formel? C'était justement d'aller étudier en quoi le serious game pouvait être attractif, en quoi il pouvait susciter des interrelations entre les différents salariés. Donc volontairement, même si on l'a évoqué ce matin, la médiation évidemment est importante, c'était de se mettre dans une configuration non formelle de formation et non pas dans un dispositif où il y aurait une injonction auprès des salariés de dire il faut que vous alliez jouer. Donc c'était de voir un peu, de mettre dans cet environnement, dans un service le jeu, comment allaient réagir les différents salariés et ce qui allait se passer en termes de relations entre eux. Donc la plupart des personnes sont allées de façon volontaire donc jouer sur le jeu. Il y a eu quelques cas d'injonction ou de prescription de la part de la direction, mais globalement, donc, ça s'est fait sur la base du volontariat. Le jeu dure 35 minutes, donc ce qui n'est pas rien non plus. C'est-à-dire que dans notre société où il faut aller vite, du zapping, ou sur Internet, on ne reste pas souvent 35 minutes sur... alors sûrement dans les bibliothèques, ce matin, on y reste un peu plus, mais sur les jeux en ligne, 35 minutes de façon volontaire, c'est quelque chose qui demande quand même un certain effort. L'expérience de jeu a été individuelle, donc face à l'écran, mais aussi collective, ce qui n'était pas prévu au début, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont joué à 3 ou 4 derrière le même écran, par petits groupes. Donc, en tout, 672 salariés ont joué et 400 sont allés jusqu'au bout. Donc nous, on estime que c'est quelque chose qui est assez conséquent, encore une fois, sur une base volontaire. J'ai un transparent qui a dû zapper, je vais venir juste un peu en arrière. Oui, il y a celui-ci. Le constat initial, c'était en gros de partir de l'idée qu'il y avait, c'était une enquête de l'IFOP de 2009, qui partait du principe que 53% des salariés qui ne connaissaient pas de collègues donc en situation de travail considéraient qu'ils auraient du mal à travailler avec des personnes en situation de handicap. Ça va même jusqu'à 83% suivant le type de handicap. Donc ça veut dire qu'il y a une représentation très négative du handicap au travail. Alors donc l'analyse, il faut que je me dépêche, parce que ça, je vais faire un tour. Donc il y a eu un questionnaire d'enquête, il y a eu 73 remontées, c'est pas énorme, ça continue de remonter, donc il faut raffiner les chiffres. Mais ceci dit, ça nous permet déjà d'avoir une certaine analyse statistique. 11 entretiens d'explicitation auprès des usagers du jeu, post-expérience de jeu. Et puis j'ai conduit également 2 observations participantes par groupe de 4, de façon en catimité, à voir ce qui se passait avec les personnes, enfin, lorsqu'elles jouaient, et suivi de débriefing collectif ensuite derrière. Et puis on a mis en place un outil JDion, parce qu'il y a Nicolas Thibault qui est ici et qui a participé aussi à ce projet. Donc il a mis en place un outil d'observation des parcours de jeu, donc en ligne, on voit automatiquement, même si c'est anonyme, quelles sont les réactions des personnes. C'est la même définition d'Alvarez et Biauti, donc il n'y a pas besoin de s'y attarder. L'univers allons un peu sur le game design. S'il y a une définition juste avant que j'ai sauté, c'est le gameplay. Le gameplay, parce que je vais en parler, c'est toutes les règles du jeu. Ça fait partie du game design. C'est toute la mécanique de jeu. En français, on dit la mécanique de jeu. Donc c'est tout ce qui est interaction, tout ce qui est action de jeu dans un serious game. Donc l'univers de Secret Cam Handicap, qui est le nom de notre jeu, est celui donc d'une petite entreprise de communication. L'histoire, c'est que vous êtes, vous, joueurs, vous êtes nouvellement embauché dans cette entreprise et vous êtes au service communication et vous devez monter un stand pour un prochain salon professionnel au sein de l'équipe du service de communication. Vous n'êtes pas leur hiérarchique, mais ça fonctionne en mode projet. Et donc vous devez donc impliquer l'ensemble de l'équipe en limitant à la fois votre propre stress dans la conduite de ce projet et puis en garantissant votre popularité auprès de vos collègues, sachant que les deux ne vont pas forcément de pair dans le jeu. Les 5 personnages du jeu donc, sont vous, le joueur, qui est représenté par un avatar donc qui est une voix féminine mais que vous ne voyez pas puisque c'est vous êtes à la place des yeux du joueur. Donc c'est un jeu en première personne, en caméra subjective. Il y a 3 collègues qui ont de l'ancienneté, qui eux donc se connaissent
et qui ont des caractères bien marqués, bien trempés, qui correspondent à certains, on va dire, types de comportements dans notre société par rapport à la représentation du handicap. Et puis un collègue en situation de handicap qui, lui, vient d'arriver comme vous, donc il n'a pas non plus d'affect, il n'y a pas du tout de relation affective comme vous. Vous arrivez dans un univers qui est nouveau, il est nouvellement embauché, et donc voilà l'ensemble des personnages. Le point de vue, dans tout game design, dans tout jeu vidéo, il y a un point de vue. Un point de vue, c'est si je prends une photo, je peux la prendre ici, j'aurai ce point de vue, je peux aller de l'autre côté et j'aurai un autre point de vue. Ici, on a choisi donc un concept qu'on appelle Secret Cam, qui donne le nom au jeu, où le joueur est derrière son ordinateur. Le joueur, c'est vous, je vous le rappelle. Il découvre un super pouvoir. Son ordinateur est connecté donc à l'ensemble. C'est pas du tout moral, mais est connecté à la webcam de tous ses collègues, et donc il peut entendre et voir sans être vu ni entendu. Donc, ce qui va pouvoir permettre notamment aux collègues d'être vraiment eux-mêmes par rapport à leur regard sur le handicap, et non pas de composer dans la société. Donc là, on va pouvoir avoir certains comportements qui sont nature, dirons-nous. Et donc c'est le thème du voyageur, du voyeur, pardon, de Hitchcock. Ça sera un autre jeu pour le thème du voyageur. Voilà, le principe du jeu est basé sur le choix de personnages. Donc vous devez, en fonction d'une mission qui vous est assignée, il y a 2 objectifs par mission, il y a 4 missions en tout. Vous devez choisir d'abord à qui vous allez poser, à qui vous allez vous adresser pour répondre à la question qui vous est posée. Vous avez 3 médias qui vous sont proposés, donc à qui je vais communiquer, avec qui je vais communiquer, quel type de média. Est-ce que je vais utiliser le mail? Est-ce que je vais utiliser le téléphone? Ou est-ce que je vais utiliser la webcam? Sachant que vous êtes en secret cam, c'est-à-dire le mail, vous envoyez un message, je choisis, j'ai différents messages. Quand je clique, ça envoie une vidéo. Et si c'est en mail, je vais voir la personne qui va lire mon mail. Je vais voir ses réactions par rapport à mon mail. Mais elle ne sait pas que je la vois et que je l'entends. Au téléphone, la personne sait qu'elle est entendue, puisque nous sommes au téléphone, ce qui n'empêche pas d'avoir du off. Mais par contre, elle ne sait pas qu'elle est vue. Et par contre, quand on est en webcam, on est en communication directe, face à face. Donc là, il n'y a pas de secret cam. Donc une fois que j'ai choisi les différents personnages, donc je peux zapper pour voir les différents messages associés suivant ces personnages-là, suivant les médias. Je fais mon choix, et quand je fais mon choix, je lance une vidéo qui est la conséquence de mon choix. Ça veut dire donc la vidéo, je vois concrètement le choix que j'ai choisi, donc la conséquence de ce choix. J'ai 2 jauges de jeu, ici, qui sont mon stress et ma popularité, qui vont donc évoluer en fonction du choix que j'aurai fait. J'ai 3 jokers qui me permettent de revenir en arrière. Les jauges reviennent à leur état initial, et je peux donc choisir un autre comportement, si je puis dire, de façon donc à avancer pour avoir une jauge stress minimum et une jauge popularité maximum. Donc au niveau des séquences pédagogiques, il y a 4 missions. On est sur le principe d'une vidéo qui pose les données du problème. Donc là, on est en caméra subjective, en déplacement, où on nous donne donc les différents éléments à résoudre. Ensuite, on a 2 étapes de jeu, comme je viens de l'évoquer. Et puis, il y a une vidéo feedback, d'évaluation formative qui vient, en gros, me donner des indications sur la manière dont j'ai pu m'y prendre pour résoudre la mission donc, qui m'incombe. Et puis, on a à chaque fin de mission des smileys donc, qui permettent d'avoir une appréciation de la manière dont on a réussi ou non cette mission. Donc voilà le game design. Le retour d'expérience. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça ne dit pas 10 minutes. Ouais, d'accord. Donc retour d'expérience. Comment proposer une expérience de jeu apprenante? Je vous rappelle qu'on a 4 questions, ce qui doit me faire à peu près plus une conclusion, donc 2 minutes par question, ce qui va être un peu juste. Alors première question, comment créer un scénario réaliste? Donc ce sont des questions en gros de pré-problématisation qui sont posées à nous. Voilà, ce qu'on veut, c'est de la vidéo. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez, vous, mis dans une situation où vous allez être confronté à des situations par rapport au handicap en entreprise. Donc il fallait à tout prix
que notre scénario soit le plus réaliste possible. C'est un parti pris, c'est ce qu'on imaginait, sur le stigmate donc, en entreprise. Donc ce que l'on a fait, tout d'abord, c'est des entretiens exploratoires auprès d'entreprises, évidemment, auprès de responsables RH, de référents handicap et diversité dans les entreprises, à qui la question a été posée, quelle est votre politique handicap? Et des personnes évidemment en situation de handicap, c'est quel est votre parcours en tant que travailleur handicapé, ce à quoi vous avez pu être confronté. Tout ça a permis d'identifier un certain nombre de thématiques phares qui ensuite ont été proposées en théâtre forum. Donc ça, c'était une des innovations du projet. Ça partait de l'hypothèse que, est-ce que le théâtre forum, je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas, est-ce que le théâtre forum peut être un bon outil de genèse d'un scénario d'un jeu vidéo? Donc, alors pourquoi? Parce que le théâtre forum, c'est très bien, ça marche pas. Bon, je vais le faire à l'oral, je sais pas pourquoi ça marche pas, ça devrait normalement ça marche. Ah, mais si, je sais pourquoi. Bien sûr. Bien sûr. Ça va marcher tout de suite. Voilà. Non, c'est un fichier aussi. Vous discutez avec votre voisin, votre voisine. Ouais. Pas de prolongation. Voilà. Donc le théâtre forum, donc c'est donc un théâtre assez particulier qui est issu du théâtre de l'opprimé, donc qui vient du Brésil des années 60 et qui est utilisé aujourd'hui dans les entreprises et qui permet de prendre une situation qui pose problème, une situation de société, une situation de crise, on la met en débat et les personnes, vous, nous, on met en scène donc c'est une situation problématique et après on en discute, on fait forum. Et on change les données et on refait une deuxième fois la scène en essayant d'arriver donc à une solution. Et donc il y avait des similitudes sur les présupposés théoriques entre simuler le réel, on simulait des situations qui étaient complètement réelles, expérimenter sans péril, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui est sécurisé, on n'est pas dans la vraie vie, et puis on convoquait l'expression de la vérité des émotions, donc des sentiments. Et par ailleurs, en termes de mécanique, on trouvait qu'il y avait une similitude entre le principe du théâtre forum, où je joue une scène, je fais forum, je refais donc à partir de ce forum, d'une discussion collective, je mets en scène une seconde scène, je refais forum, etc. Et on trouvait qu'il y avait une similitude entre une scène de départ d'un jeu vidéo, où à partir d'un premier choix, je pouvais utiliser un joker pour revenir donc sur une autre scène. Donc en termes de conception, on trouvait qu'il y avait donc une similitude. Du coup, on a fait 3 jours de théâtre forum à une vingtaine de personnes handicapées, psychologues, référents handicap et diversité d'entreprise, responsables RH, des gens du Cap Emploi, donc insertion professionnelle, et on a tout filmé, on a tout déroché, on a tout isolé, et ça a constitué notre matière première de conception du jeu. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est parti des problématiques identifiées dans des entretiens exploratoires, on en a fait des thématiques, et on a joué les scènes. Les scènes étaient toutes issues de situations vécues, remontées, donc que des situations réelles.
Donc, éviter de faire un jeu qui stigmatise le handicap malgré lui, c'était assez compliqué de dire attention, on fait un jeu sur le handicap, c'est pas quelque chose de simple, ce à quoi on s'attaque pour un premier jeu pour apprendre. Donc le risque, c'était qu'il stigmatise malgré lui. Donc, comme dans beaucoup de jeux de vidéo, on se décentre de la thématique centrale. C'est pour ça qu'on a choisi l'organisation d'un stand pour un salon professionnel, sachant que la question du handicap, elle venait dans la vie du quotidien, d'une entreprise, d'un service, de collègues, mais c'était pas comment faire pour intégrer le pauvre Jean qui vient d'arriver et qui est handicapé. Et surtout, il fallait pas faire ça. On a traité des représentations sociales et non pas des pathologies, donc on n'entre pas dans des questions médicales où chacun peut vivre une pathologie de façon différente en fonction de sa personnalité, en fonction de la pathologie, de sa personnalité, de son environnement. Donc on est vraiment sur les représentations sociales. Rompre avec les clichés en choisissant un handicap non visible, c'était important, et ce qui était intéressant, parce que c'est 80% des handicaps en entreprise. Et puis, en même temps, en termes de dramaturgie, c'était intéressant, parce qu'il y avait cette notion de non-visibilité qui nous permettait, en termes de scénario de jeu, d'apporter une certaine dramaturgie. Et puis aussi, je peux vous dire, dans les entretiens exploratoires, cette question du handicap non visible et de la question de la légitimité de certaines adaptations du poste de travail, elle a fait beaucoup débat au niveau des différents entretiens, ou alors des discussions collectives suite aux observations participantes. Et on voit que ça questionne, il y a des phrases qui sortent qui sont très très explicites. Ne pas faire culpabiliser le joueur en allant sur le terrain du mot, je passe très rapidement. Ceci dit, il y a un mot qui apparaît, il apparaît qu'à ce moment-là, il faut le souligner. Le plaisir de jeu est important pour l'apprentissage. Alors, tout en laissant la liberté de choix, donc de stigmatiser dans le jeu, ça c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que le joueur doit avoir le choix d'être gentil ou d'être méchant en fait dans le jeu. Il ne faut pas qu'on fasse un jeu qui stigmatise, mais pour autant, si on faisait le jeu des bisounours, on serait complètement à côté d'une réalité quotidienne que l'on veut au contraire souligner. Et donc je fais référence là à Michael Stora, qui est psychanalyste et puis qui considère que dans les jeux, il faut justement avoir une certaine expérience non consensuelle, où si on veut aller complètement à l'inverse de ce qui peut être politiquement correct, il faut qu'on puisse le faire, donc adopter un comportement amoral, mais non pas immoral. Donc dans le scénario, il faut aussi penser à cela. Voilà, en termes d'expérience, donc à chaque fois on va avoir en gros le cadre théorique, comment on a fait, et puis concrètement, l'étude, elle dit quoi? Elle dit que le jeu ne semble pas caricaturant, puisque pour les personnes caricaturant pour les personnes handicapées, seulement 7,5%. Je vous rappelle qu'on est sur 173 remontées de questionnaires. Par contre, c'est caricaturant pour les collègues, donc valide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit, bah non, moi je ne veux pas être comme lui, je ne veux pas être comme elle. Mais si on reste du côté du jeu vidéo, on s'aperçoit que la caricature, elle vient, donc les personnages semblent crédibles. Gaëtan, j'ai changé tous les prénoms, évidemment, donc est en situation de handicap, il dit, bah moi je les ai bien rencontrés. Mais on s'aperçoit qu'il y a une certaine relation entre un jeu de 35 minutes où on a concentré sur un des acteurs, par exemple, qui s'appelle Simon, qui est dans l'exclusion. En 35 minutes de jeu, le pauvre, on lui a mis sur le dos tout ce qui pouvait se faire en termes d'exclusion du handicap en entreprise. Donc c'est vrai qu'on concentre en 35 minutes de jeu. Donc là, il y a en termes de temporalité, même si le jeu se passe pendant un temps qui est... chaque jour, il y a des changements de costumes, donc on sent qu'on est dans une temporalité beaucoup plus longue. Il n'empêche que vous le vivez en 35 minutes. Et donc, du coup, ce sentiment de caricature des personnages du jeu, mais en tous les cas, pas du salarié en situation de handicap. Voilà, les scènes mises bout à bout sur le même personnage, ça faisait beaucoup. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, tout ça, il faut le transposer sur d'autres types de jeux d'apprentissage et prendre en compte et en tirer des hypothèses ou des enseignements. Le réalisme, en tous les cas, du serious game, on voit que réaliste, donc scénario, histoire, dialogue et puis situation liée au handicap.
globalement, on est sur des chiffres qui avoisinent donc les 80%. Voilà, deuxième question, alors je vais passer très vite, plus vite, plus loin. Comment impliquer par l'immersion pour convoquer le registre émotionnel pour l'apprentissage? Donc l'objectif, c'est de susciter le questionnement réflexif, c'est que le joueur se pose des questions sur son propre rapport au handicap en entreprise. Donc on est vraiment sur la représentation et comportement. Il ne fallait pas faire un jeu qui simule le handicap, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc, sauf si on n'a pas, si on est passé à côté, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est un jeu où on ne vous propose pas de vous mettre à la place d'une personne handicapée et puis d'essayer de voir, je pense à certaines interfaces où on vous simule des différents types de visions pour que vous compreniez, ou alors vous vous déplacez dans un fauteuil roulant. Là, non, là vous restez à votre place, on n'est pas à simuler le handicap, c'est vous, et vous êtes confronté à une situation dans laquelle il y aura un collègue qui sera en situation de handicap. Donc ça c'est important. Convoquer donc les chaînes de pensée, donc ça fait référence à Piaget, l'idée étant de proposer donc des chaînes de pensée dans le jeu, de convoquer un certain nombre de chaînes de pensée pour que le joueur puisse confronter ses propres chaînes de pensée avec ce proposé dans le jeu et donc arriver à une accommodation, donc à changer, à se poser des questions donc au niveau de sa façon de voir dans sa représentation sociale du handicap. Ça partait aussi du principe que les cognitions jouent un rôle de médiation entre donc l'environnement et les réponses comportementales que l'on peut avoir. Ça veut dire qu'il y a une relation entre, dans l'environnement là, on est vraiment donc dans le jeu, et ici réponse comportementale, c'est les actions de jeu que je vais décider et qui vont donc aboutir à des résultats. Et donc ça part des théories donc socio-cognitives, notamment de Bandura, mais c'était cité par Carré donc dans un bouquin qui s'appelle L'apprenance. Donc on est vraiment sur convoquer l'émotion par des scènes authentiques. Cette notion d'authenticité, elle est importante. Ça je peux passer. Elle est importante. Alors qu'est-ce que nous disent les gens? On s'aperçoit, c'est que vous le sentiment de faire partie de l'équipe. Donc on est à 81% si on met oui complètement ou un peu, on est à 81% de gens qui se sentent complètement dans l'équipe. La vidéo, donc je vais pas passer derrière tout si on n'aura pas le temps, mais la vidéo en gros est un élément important. Encore une fois, on avait fait ce choix de la vidéo, c'était pas de faire de l'image de synthèse, puisqu'on considérait que pour toucher un public potentiellement non-joueur, toute génération, d'aller vers de l'image de synthèse, c'était quelque chose qui pouvait être difficile en termes de code, et donc on était plutôt sur l'idée de la vidéo, qui était quelque chose d'universel, qui était beaucoup plus accessible en termes de médias. Et donc il y a le sentiment de faire partie vraiment d'une réalité. La voix off, également, 88% des personnes se disent complètement associées à cette voix off. Les commentaires sont assez éloquents. Je crois que j'étais dans la voix off et puis avec les collègues autour. Alors, les personnes, si c'est intéressant ça, avec le mail, j'avais l'impression d'avoir été bâillonné. Ça, c'est une personne qui se dit très, très bavarde. Et quand elle choisissait, en fait, elle ne choisissait pas le mail, elle choisissait toujours téléphone et puis média. Et quand l'entretien avec elle s'est dit, mais c'est bizarre parce que au travail, j'utilise le mail tout le temps. Et c'est d'elle-même, elle a dit, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se sentait bâillonnée parce que c'était pas la voix off qui parlait, mais elle voyait la personne à qui elle envoyait le mail qui lisait le mail qu'elle venait juste d'envoyer. Donc il y avait un sentiment du coup d'avoir été bâillonné et de ne plus parler au travers de cette voix off. Voilà, les vidéos en mouvement, donc 91% des personnes, c'est comme s'ils y étaient. Cette question d'authenticité, donc c'est un référentiel commun. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est la réalité de la situation, la proximité de la situation avec la réalité qui fait qu'on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont en fait vécu un certain nombre de situations et qui se sont retrouvées dans le jeu, dans les mêmes situations, et donc du coup qui se sont posées des questions sur leur propre comportement. Je vais devoir passer plus vite.
Oui, car chaque mot que tu prononces est un mot de moins pour Cyril. D'accord. Alors là, c'est dur. Ça, sérieusement. Donc il y avait encore deux questions. En termes d'évolution donc là les personnes handicapées doivent souvent être aidées. Le principal objectif du jeu, c'était la compassion exacerbée. C'est-à-dire que tout le monde va être d'accord sur le fait que, non, il ne faut pas exclure, évidemment. Par contre, cette notion de compassion exacerbée, c'est ne pas faire à la place d'eux, mais faire avec. Et souvent, là on peut trouver différentes explications, société judéo-chrétienne, etc. Mais souvent, évidemment, mais laisse, je vais faire. Là où la personne demande plutôt de l'aide, ou plutôt qu'on fasse avec elle, souvent on a tendance à faire à la place d'eux. Et donc cette notion de compassion exacerbée, dans le jeu il y a un personnage qui commence doucement, et puis qui va jusqu'au clash. On s'aperçoit que dans les expériences, dans les parcours de jeu, sur notre outil informatique, tout le monde choisit cette personne-là. Beaucoup choisissent cette personne-là, parce que c'est celle qui est politiquement plus consensuelle. Et puis à un moment donné, on voit que ça bute et que d'un seul coup, on commence à se poser un certain nombre de questions. Et sur la question justement principale, donc les personnes handicapées doivent souvent être aidées, on s'aperçoit qu'il y a, c'est là où il y a quand même avant le jeu et après le jeu, il y a une évolution de 10,6% de ce sentiment-là, un sentiment déclaré, et en termes d'évaluation, c'est sur la base de déclaration. Ce qui est pas mal, on n'a pas la volonté la prétention de faire un jeu qui va révolutionner le handicap en 35 minutes dans notre société. Mais on voit bien que les lignes bougent à cet endroit-là. Voilà, je voulais vous montrer justement une intégration entre un scénario pédagogique et une mécanique de jeu, mais je ne vais pas avoir le temps, puisque à ma gauche, il y a quelqu'un qui est le gardien du temps, mais donc qui montrait qu'il y avait des choses encore à améliorer, donc c'est dommage, mais j'en reviendrai la prochaine fois. Comment susciter l'échange interpersonnel entre salariés, justement dans notre dispositif non formel, ce qui s'est passé en deux mots, et ça sera ma conclusion. J'ai placé le mot conclusion, du coup ça me fait patienter. Ce qui s'est passé, c'est que les gens disent, moi j'avais pas envie de jouer, je suis pas joueur, mais dans le service, il y avait d'abord qui est allé jouer. Et ce sont d'abord ceux qui sont joueurs. Donc il y a une première personne qui dit, moi j'y suis allé parce que je suis joueuse, j'ai voulu voir ce que c'était, ça m'intriguait. Et elle est revenue et elle a dit ouais c'est super, je vais le score, etc. Et puis petit à petit, deuxième, troisième, quatrième, et puis il y a des gens qui se sont dit bon attends, tout le monde en parle dans le service. Et donc ils disent très clairement, si les autres n'étaient pas allés, je n'y serais pas allé par moi-même. Donc ça c'est intéressant. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une discussion qui commence, c'est-à-dire que les gens au retour discutent entre eux, en disant tiens t'as eu tel score, ils parlent du jeu, et petit à petit ils commencent à parler du handicap en entreprise. Bon, mais les conclusions, elles sont très simples, c'est que l'entreprise n'étant pas un lieu d'échange privilégié pour des questions sociales, on a le temps d'en parler, donc on voit bien que la mécanique commence à bien fonctionner, mais à un moment donné, désolé, il faut qu'on retourne au boulot, donc l'idéal c'est d'intégrer ce Serious Game dans un dispositif de formation beaucoup plus structuré, mais ça, ça on le savait déjà à l'origine, mais c'était pas ce qu'on voulait montrer. Et au final, l'intérêt quand même de l'intégrer dans un dispositif beaucoup plus formel, qu'il soit de formation ou qu'il soit de réflexion sociétale, ou qu'il soit de RSE, ce que l'on veut, donc responsabilité sociale de l'entreprise, c'est important quand même parce que, et je finirai là-dessus, sur la phrase d'un salarié en situation de handicap de l'entreprise qui dit j'aurais souhaité que le jeu transmis par notre service RH fasse évoluer la mentalité de certains collègues, mais apparemment, ceux-là n'ont pas fait le jeu. Ce qui pose des limites aussi de l'étude en termes de qui sont les personnes qui sont allées précisément jouer. Ce sont des gens qui sont pas forcément sensibilisés à la question du handicap déjà en premier lieu, pas forcément sensibilisés au jeu, mais ce sont en tous les cas des gens qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour avoir été curieux pour aller jouer au jeu. Je vous remercie de votre attention. Le dernier point, c'est que ce jeu est en ligne, donc ça veut dire qu'il est mis en pâture, si je puis dire, dans la communauté éducative.
On a déjà des enseignants qui nous disent je vais l'utiliser dans mes cours de management avec mes élèves, c'est-à-dire voilà, il peut être utilisé dans des dispositifs de formation, dans des entreprises pour des sensibilisations. Le but c'est de se l'approprier pour en faire quelque chose. C'est quoi l'adresse? Oui, l'adresse, elle était sur le dernier transparent. Donc c'est SecretCam, si vous faites www.seriousgamesecretcam tout attaché.fr www.secretcam, non, seriousgamesecretcam tout attaché.fr